Bonjour. Donc moi, je suis Mélina, je suis la fondatrice de Moonea. Et en fait, je suis proche aidante de mon papa qui a eu un cancer il y a maintenant 10 ans et de ma grand-mère qui a eu un cancer il y a 8 ans. Alors lui, ça s'est déroulé très rapidement. Il a su qu'il avait un cancer en juin. Juin, il a eu la possibilité de choisir différents traitements. Donc il avait le choix entre les rayons, l'opération via un robot ou l'opération via le chirurgien. Il a choisi l'opération via le chirurgien parce qu'il y avait le plus de chances de réussite et là où il y avait aussi le moins de chances de récidive. Et du coup, il est quand même passé en commission pour que les médecins, parce que souvent il faut passer en commission pour la validation d'autres chirurgiens et d'autres médecins pour valider le traitement. Et du coup, en septembre, il s'est fait opérer. Voilà, ça a été très rapide. Je pense que c'est la prise en charge la plus rapide qu'on peut connaître dans un parcours de soins pour le cancer. Et ma grand-mère, pareil, elle s'est fait opérer 2 ans, pratiquement jour pour jour après mon père. C'est ça. Et donc lui, il a choisi l'opération parce que pour lui, c'était beaucoup plus simple. Il y avait quand même un impact sur sa virilité, sur sa vie d'homme, mais il préférait avoir cet inconvénient plutôt que d'être sous traitement. Tout à fait. En fait, quand c'était par la main du chirurgien, l'opération, il y avait plus de chances qu'en fait, le chirurgien touche les nerfs érectiles. Après, au robot, il y avait moins de chances que le robot touche les tendons, enfin les nerfs érectiles, mais il y avait plus de chances de récidive. Et après, il y avait les rayons. Mais lui, il ne se sentait pas d'avoir les rayons, et puis il s'est dit je me fais opérer, c'est fait, et basta. Je pense qu'il voulait se débarrasser assez rapidement. C'est vraiment... après, c'est son choix. Mais je pense que c'était vraiment... Je me fais opérer, je sais que je peux me faire opérer, après, j'ai plus rien. Donc, je choisis la méthode la plus rapide et surtout celle où il y avait le plus de chances de ne pas avoir de récidive, en fait. Au final, ça a été un bon choix. Moi, après, je le soutenais, peu importe le choix qu'il allait faire, parce que c'est à lui de faire son choix et c'est lui qui décide aussi un peu... de la vie qu'il va prendre. Mais moi, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'avait plus de cancer, qu'on lui avait tout retiré, c'est vrai que c'est quand même un soulagement plus rapide, quoi. Non, c'était une décision qu'il a prise avec ma maman. Nous, on était là en tant qu'écoute. Donc on savait à peu près les décisions qu'il prenait, on savait les médecins qu'il allait voir, les examens qu'il allait faire. Mais sinon, non, on était juste là après pour l'aider à sa sortie d'hôpital ou aller le voir à l'hôpital. J'ai un frère et une sœur aussi. Donc on était tous les 5, enfin tous les 4 plutôt à l'aider, lui, une fois qu'il est sorti. Il avait notre chien aussi qui était là aussi pour veiller sur lui. Ils faisaient les siestes ensemble. Mais je pense qu'en fait, un chien, c'est un vrai soutien émotionnel dans n'importe quelle situation. Alors moi, c'était un rôle qui n'était pas facile parce que c'était la première personne très très proche de moi qui avait un cancer, donc tu sais pas comment jauger, tu sais pas quoi dire, quoi faire. En plus, son cancer, c'était il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, le cancer était encore... Enfin, on parlait de la maladie, mais on parlait pas de tout ce qui était socio-esthétique, psychologie, enfin tout ce qui était produit qui pouvait aider la personne malade. Donc c'était vraiment un sujet un peu tabou, entre guillemets. Et du coup, je ne savais pas trop comment réagir. Moi, la seule façon que j'ai su réagir, c'était d'écouter. Parce qu'en fait, mon papa exprimait beaucoup. Dès qu'il rencontrait quelqu'un, c'était « Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, j'ai un cancer ». Et nous, il nous détaillait vraiment tout le processus des examens jusqu'au toucher rectal. On a vraiment tout eu. Donc après, on s'est blindé et on a juste été là pour lui à écouter principalement. Et après, à l'aider à sa sortie d'hôpital, puisqu'on lui a quand même ouvert une partie du ventre pour l'opérer. Donc après, forcément, il était un peu plus impacté dans ses mouvements, donc à ce moment-là, on l'aidait aussi. Il n'y avait pas de tabou. Lui, il fallait que ça sorte, c'était aussi sa thérapie pour aller mieux. Donc c'est ce qu'on a fait, quoi. On a écouté, même si des fois, c'était un peu gênant, j'avoue. Mais on ne dit rien, et puis lui, si ça lui fait du bien d'extérioriser, c'est comme ça qu'on l'aide, quoi. Ça l'a aidé à accepter la maladie, oui, je pense. Hein. Encore aujourd'hui, il en parle librement, et on en a parlé d'ailleurs encore ce week-end, de son cancer. Et du coup, maintenant, il le vit bien, même s'il l'a quand même mal vécu, hein, on ne va pas se mentir. Même s'il a eu un traitement très rapide, même s'il a été libéré de la maladie très rapidement, ça a quand même touché sa masculinité, ça a quand même eu un impact
un peu négatif sur sa perception de lui. Pardon. Alors, il n'a pas eu de séquelles, mais après, je sais que sur son moral, ça a quand même un peu joué, même si maintenant, il va dire non, pas du tout, je vais très bien, je le vis bien. C'est l'ego, ça. Voilà, il a quand même dit pourquoi moi, quoi. Enfin, après, je pense que c'est tous les malades qui se posent la question pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Mais bon, maintenant, en fait, les chances d'avoir un cancer est tellement important que pratiquement tout le monde va avoir un cancer à un moment ou un autre. Donc voilà. Physiquement, non, parce qu'après, il a fait de la kiné pour se rééduquer, etc. Et puis maintenant, il fait du sport, il court, enfin... Donc il n'a pas eu de séquelles physiques. Il fait de la musculation à la maison et puis il fait du vélo. Après, bon, il a eu aussi un problème cardiaque, donc il ne pousse pas trop, mais ouais, il a enchaîné un peu les problèmes de santé. Donc il avait 53 ans, donc c'était très très jeune. Ouais, il avait une cinquantaine d'années quand il a eu son cancer, ce qui est très jeune pour un cancer de la prostate, parce que généralement on a un cancer de la prostate à partir de 60 ans, voire 65 ans, on passe un palier de senior entre guillemets, mais lui il était vraiment très jeune pour son âge. Avant qu'il soit diagnostiqué, il faisait quand même des contrôles de la prostate, enfin de la prise de sang, parce que son oncle avait eu un cancer de la prostate, et donc on lui avait dit qu'il fallait quand même vérifier de temps en temps. Et en fait, tous les examens qu'il faisait, échographie, prise de sang, en fait, tous les résultats étaient bons. Donc on lui dit, mais non, votre prostate, elle est sous, enfin, tout va bien. Et en fait, même si tout allait bien, finalement, il avait quand même le cancer qui était caché. Mais en fait, il n'avait pas tous les autres symptômes que les gens... Enfin, si, il urinait fréquemment, mais c'est tout ce qu'il avait, en fait. À part être fatigué et uriner fréquemment, il n'avait pas la prostate dure, il n'avait pas... même ses prises de sang, c'était pas alarmant. Donc en fait, tout le monde disait « Oh, mais non, c'est rien, en plus vous êtes jeune. » Donc c'est un peu faussé au début le diagnostic. Bah si, parce qu'il se sentait quand même qu'il était fatigué, il se levait quand même 4-5 fois par nuit pour faire pipi. C'est pas très... c'est énorme, c'est pas normal. Donc il a quand même poussé et à un moment donné, ils ont quand même, avec le scanner, ils ont vu que là, effectivement, il y avait une masse. Non, si, il s'est dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis quelqu'un de gentil, je fais le bien autour de moi, pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, je suis jeune, j'ai encore la vie devant moi, donc ouais, ça a été... Et en fait, après, le fait d'en parler, c'est comme ça qu'il l'a accepté. C'est ça, on a fait le métier d'un psy, en fait. Déjà, avoir un proche qui a un cancer, c'est pas évident, surtout il y a 10 ans, parce qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on a maintenant, il n'y avait pas tous ces comptes Instagram qui existent, il n'y avait pas toutes ces associations, etc. Donc pour avoir les informations, il faut les chercher sur Internet, savoir quoi faire. Enfin, on n'avait pas vraiment tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et du coup, moi, vraiment, la seule chose que j'ai faite, mais c'est quand même une des choses les plus importantes, c'est l'écoute. Et après, on apprend. On apprend. Vu que chaque patient est différent, on ne peut pas dire il faut répondre ça ou ça par rapport à telle question. En fait, il faut juste jauger par rapport à la personne, la réaction. Est-ce que là, je peux le dire? Est-ce que aujourd'hui, psychologiquement, il va bien? Est-ce que c'est juste... après, c'est intuitif. Quand il est sorti de l'hôpital, c'était assez compliqué parce qu'il avait une sonde pour uriner. Et donc, en fait, il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Il pouvait pas... donc, je crois que c'était la première ou les 2 premières semaines, il était encore... il avait sa sonde, il avait l'infirmière qui passait pour faire les pansements, avec la cicatrice qui était quand même assez grosse, hein, c'est quand même 15 cm, donc c'est pas rien. Même aujourd'hui, quand il se met en maillot de bain, on voit le début de la cicatrice. Donc là, c'était le plus difficile, et aussi quand il était à l'hôpital, parce qu'on passait quand même beaucoup de temps à l'hôpital. Après, on ne faisait pas ça que la journée, donc on avait soit les cours, soit le travail. Et donc, il faut les jongler avec la fatigue, le travail et aller à l'hôpital. Ça lui passait complètement au-dessus. Ouais. Mais je pense que si les nerfs érectiles se sont remis en place, parce qu'on lui avait dit, hein, ça mettra du temps, mais ça peut revenir comme ça ne peut pas revenir. Bon, après, je n'ai pas posé de questions plus en détail. Je n'ai pas trop envie de savoir. Non. Mais après, voilà, là, franchement, il se met torse nu sur la plage, ça l'impacte pas. Alors que ma grand-mère, ça l'impacte plus. Alors, ma grand-mère, elle a eu un cancer du sein gauche, 3, bon, un des 2. Et en fait, elle n'a pas eu le choix sur son traitement. En fait, les médecins ne lui ont pas laissé le choix, puisqu'en fait, elle avait, en plus d'avoir son cancer, elle a une bronchite chronique et elle a de la polyarthrite aiguë. Et en fait, elle voulait avoir absolument la chimio,
à contrario de mon papa. Mon papa, il a préféré se faire opérer. Ma grand-mère préférait avoir la chimio pour pouvoir garder sa poitrine. Parce que pour elle, la poitrine, c'est la féminité, c'était tout son monde, en fait. Elle se mettait tout le temps des beaux décolletés, elle s'apprêtait exprès pour mettre des beaux décolletés parce qu'elle aimait sa poitrine. Enfin, donc elle voulait absolument la chimio et les médecins lui ont dit que c'était pas possible, c'était pas compatible avec sa polyarthrite aiguë, avec les traitements, que si elle arrêtait les traitements pour sa polyarthrite, en fait, elle allait souffrir, en fait. Donc ils lui ont dit, on vous laisse pas le choix, on vous enlèvera votre sein. Donc elle n'avait pas une, mais elle avait 2 petites masses. Mais c'était vraiment tout petit. En fait, ils ont préféré enlever le sein. Et en plus, ils l'ont découvert quand elle faisait une radio de ses poumons. Il me dit, elle faisait une radio pour ses poumons, et le médecin, il vient, il dit, par contre, madame, vous avez un cancer du sein. Elle dit, par contre, je comprends pas. Je viens pour mes poumons, vous me parlez d'un cancer du sein, il y a quelque chose qui... Alors, c'est au même endroit, mais c'est pas la même fonction, en fait. Et du coup, elle l'a mal pris pour le coup, parce que c'était son sein. Et elle s'était dit, au pire, je me fais opérer, et on me remet une prothèse. En fait, elle était déjà âgée pour l'époque et on lui a dit si on vous met une prothèse, vous n'êtes pas sûr de survivre à l'opération. Donc ils lui ont dit ça sera 100. Elle l'a mal vécu parce qu'on lui dit qu'on va lui enlever une partie de sa poitrine. C'est quand même sa poitrine, c'est sa féminité, c'est un tout. Donc elle l'a accepté, mais encore aujourd'hui, elle l'accepte difficilement. Par exemple, maintenant, elle a des soutiens-gorge embourrés ou des coques pour justement avoir l'illusion d'un sein. Et en fait, elle a du mal, elle ne met plus de décolleté, l'été, elle ne se met plus du tout en maillot de bain, les débardeurs, c'est limite, elle n'ose même plus aller sur la plage, voilà, ça l'a vraiment impacté. Et même encore aujourd'hui, on le sent, quoi. On le sent que ça l'a impacté et que ça l'impactera jusqu'à la fin, quoi. Bon, je pense qu'à l'époque, elle ne se rendait pas compte et je pense qu'aujourd'hui, elle a plus de mal qu'avant. Et en plus de ça, à l'époque, donc 2 ans après mon papa, on ne lui a pas fait du tout de suivi. Et maintenant, quand on a un cancer, on a un suivi psychologique, on est vraiment accompagné par différents corps de métier, surtout médical. Là, ma grand-mère, 2 ans après, on lui a proposé un psychologue. Elle a vu une fois, elle a dit « c'est pas pour moi ». Et maintenant, aujourd'hui, elle dit « je regrette, j'aurais peut-être dû persister et continuer à faire les séances. Peut-être que ça m'aurait aidé à accepter le cancer ». Moi déjà, je ne savais pas trop comment aider manuellement. Donc j'étais là pour écouter, mais je ne savais pas trop quoi faire, si je pouvais faire des soins ou si je pouvais, proposer des psychologues. Vu qu'à l'époque, je ne savais pas, j'étais juste là pour écouter, je ne savais pas qu'on pouvait faire d'autres soins de support. Du coup, moi, j'ai intégré, pendant le cancer de mon papa, j'ai intégré une association qui prodiguait des soins aux femmes atteintes de cancer. Et la plupart avaient le cancer du sein. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était des femmes vraiment super fortes. Et c'est là aussi où j'ai eu mon idée de mon entreprise. Et ça m'a aidée aussi pour ma grand-mère après. Tu vois, ma grand-mère, quand elle ne se sentait pas bien, vas-y, je vais te maquiller, je te fais les ongles, pour vraiment lui faire... passer un meilleur moment pour lui faire oublier aussi sa maladie. Un paquet que j'ai vraiment appris au fur et à mesure. Et en fait, j'en suis contente parce que maintenant, je me sens plus légitime aussi. Après, c'est vrai que ça m'aurait aidé qu'il y ait des conseils, qu'il y ait des structures mises en place comme il y a aujourd'hui, en fait. Pour moi, je pense que c'est primordial parce que le patient doit avoir aussi un moyen de s'évader, doit avoir un moyen de communiquer, doit pouvoir aussi... parce que mine de rien, par exemple, je prends l'exemple de ma grand-mère, elle a eu un sein en moins, mais forcément, le sein en moins, il y a eu un point en moins. Donc du coup, en fait, son corps a voulu compenser la perte d'un sein. Donc du coup, elle était plus droite. Donc il y aurait eu des séances de kiné, il y aurait eu de l'ostéopathie, il y aurait eu des choses mises en place autour. Peut-être qu'elle aurait pu garder sa posture. Là, ce n'était pas le cas. Et je pense que vraiment, c'est très important parce que parfois, un malade n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à ressentir quelque chose. Et avec des soins de support, ça peut l'aider même à accepter sa maladie, à aller mieux. Parce qu'un cancer, ce n'est pas qu'une maladie, ça touche aussi le mental.
c'est pas évident de se dire ah ben, j'ai un cancer, tout va bien, ça va aller mieux. Non, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment le cancer est agressif. Donc forcément, ça impacte pas que la santé, ça impacte la santé psychologique, émotionnelle, ça impacte aussi les relations avec les autres. C'est une maladie qui impacte beaucoup de sujets en fait. Ça impacte aussi l'entourage. Mais en fait, ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte au travail, ça impacte dans la vie intime, ça impacte vraiment dans la vie de tous les jours. Alors du coup, comment est née Mounéa à la suite du cancer de mon papa, où j'ai intégré l'association pour les femmes atteintes de cancer, où là je me suis dit à l'époque, il n'y avait rien qui était mis en place, donc je me suis dit que ça serait intéressant de proposer peut-être des cours ou des soins adaptés aux femmes atteintes de cancer. Je me suis plutôt basée sur les femmes. Désolée, mais pour moi, c'était important qu'elles aient quelque chose pour qu'elles se sentent mieux. Et en fait, j'ai réfléchi. Après, il y a ma grand-mère qui a eu son cancer du sein. Je me suis dit, quand même, il y a quelque chose à faire. Et après, je suis rentrée en études supérieures où j'ai fait mon master et il fallait créer une entreprise pour valider son diplôme. Donc, je me suis dit que j'allais créer une entreprise qui allait me servir pour plus tard. Et c'est là où je me suis dit que j'allais créer une entreprise de box beauté bien-être pour les femmes atteintes de cancer. Et à l'intérieur, en fait, il y a 5 produits full size qui sont adaptés aux besoins de la peau des malades, avec des senteurs très douces. Parce que je sais que quand on est sous traitement, les odeurs, c'est pas forcément le plus... Enfin, comment dire ? Les odeurs, c'est pas le mieux en fait. Ça donne facilement la nausée, ça donne mal à la tête. Donc moins il y a de parfum, mieux c'est. Et après, j'ai mis aussi beaucoup de produits nourrissants pour réparer la peau parce que avec les traitements, malheureusement, la peau est dégradée et très desséchée, irritée et rouge. Non, pas du tout. À la base, je voulais faire kiné. Bon, on est loin. C'est un peu en lien, mais de loin. Et puis après, j'ai complètement bifurqué. Après, je me suis dit, je vais faire chef de produit dans une entreprise de cosmétiques. Et en fait, je ne pensais pas du tout au cancer. En fait, quand ça ne nous touche pas, en fait, on ne se pose pas la question. Sauf qu'en fait, dans notre entourage, on a forcément une personne de près ou de loin qui est touchée par le cancer. Et ça, on peut regarder tous autour de nous. Hein. Soit ce sera un parent, soit ce sera un oncle, soit ce sera un cousin. Mais dans notre famille, il y a forcément quelqu'un qui est touché par le cancer. Et du coup, maintenant, j'étais un peu innocente, genre tout est beau, tout est rose. Et c'est vrai que quand c'est arrivé à ma famille, c'est un peu comme quand on se prend une claque, quoi. Après, tu te dis, ah ouais, ça arrive quand même chez nous aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, c'est ça. Je l'ai lâché pour les études en 2019 et je l'ai sorti en 2023. Un petit laps de temps et je pensais qu'il y aurait un plus gros laps de temps. Mais la vie a fait que... Et du coup, voilà. Alors moi, j'ai travaillé dans une entreprise de cosmétiques où j'étais chef de projet, dans une entreprise de cosmétiques française. Après, il y a eu le Covid et la vie a fait que j'ai perdu mon travail. Et après, j'ai pas réussi à retrouver un poste similaire. Et mes parents, mon conjoint et tout le monde m'a dit « Mais lance-toi, ton idée est géniale !» Et voilà, je me suis lancée. Et aujourd'hui, on est là. Alors, elle contribue... déjà de par les produits, parce qu'en fait elles ont 5 produits, donc elles reçoivent chez elles, donc elles n'ont pas besoin d'aller, parce que je sais que quand on a un cancer, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de sortir. Là, la box, elle arrive à la maison avec ces 5 produits qui sont choisis par mes soins, parce que j'ai fait aussi des études en cosmétique, donc je peux savoir les ingrédients qu'il faut mettre et qu'il ne faut pas mettre dans les produits. Donc j'ai choisi vraiment des produits adaptés à leurs besoins, aux besoins de la peau du malade. Et à l'intérieur aussi, il y a un fascicule où j'explique, c'est un petit livret, un petit guide où il y a beaucoup de choses, comment utiliser les produits, du coloriage, parce que je sais que le coloriage, ça aide beaucoup au niveau mental. Il y a aussi des articles, comment avoir confiance en soi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai voulu que ce soit une box vraiment qui touche à beaucoup de choses, comme un peu une trousse de secours en fait. Ça, c'est la première box que j'ai sortie. Il y en aura d'autres, mais la première box, je voulais que vraiment ça soit la trousse de secours pour SOS un peu pour la peau, pour vraiment remettre d'aplomb la peau, pour vraiment avoir un bon mental, pour pouvoir
passer la maladie vraiment au mieux. J'espère être une référence pour le cancer, vraiment, qu'on dise, bah, voilà, la boxe peut vous aider. J'aimerais être une référence. J'ai encore beaucoup de travail, c'est tout nouveau et que je suis toute seule, mais on y travaille. Après, j'ai déjà eu des retours de femmes qui ont eu le cancer, qui m'ont dit que ça les avait aidées, que les produits ils étaient géniaux, que pour une fois, c'était des produits sans parfum et que ça, c'était agréable parce que y a beaucoup de cosmétiques où ils mettent beaucoup de parfum et c'est écœurant. Donc j'ai quand même des retours qui sont positifs, donc ça me conforte dans mon idée en fait. J'en suis fière, mais j'aimerais aller plus loin encore parce qu'on n'est jamais satisfait à 100%. Alors, il y a plusieurs conseils. Écouter. Vraiment écouter, ne pas couper la parole, ne pas dire oui, je comprends, parce qu'on ne peut pas être à la place de la personne. Donc, écouter un maximum. Être là pour la personne. Moi, j'ai eu de la chance que mon père et ma grand-mère n'ont pas eu de chimio. Que quand les patients sont sous chimio, on est fatigué, on n'a pas la force. Donc, être là aussi pour préparer à manger. Faire du batch cooking, préparer plusieurs plats pour qu'il ait juste à réchauffer pour manger. Vraiment être là un peu dans tout son quotidien. L'emmener sortir, l'emmener aussi à ses rendez-vous médicaux, l'accompagner et l'écouter. Je dirais le plus important, c'est l'écouter. C'est ce que moi j'ai fait, mais après il y a beaucoup de choses à mettre en place et se renseigner aussi sur la maladie. Parce que quand nous, on n'est pas des médecins, donc on ne sait pas trop de quoi on parle, donc se renseigner un minimum et après maintenant il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'associations qui sont là aussi pour soutenir les proches aidants. Moi à l'époque il n'y avait que Doctissimo qui en parlait, donc c'était pas le plus important, mais le mieux j'ai envie de dire, mais ouais j'ai écouté aussi parce qu'en fait, il y avait le discours de mon papa et il y avait le discours de ma maman. Ma maman, elle accompagnait toujours mon papa aux rendez-vous médicaux parce qu'elle voulait aussi être, elle, au courant. Et elle, après, elle nous expliquait avec ses mots Enfin, des fois, on n'avait pas le même discours, tu vois ce que je veux dire? Donc, elle était là pour nous expliquer un peu mieux aussi, pour nous aiguiller et nous éclairer sur la maladie. Pour moi, il est important. On ne parle pas trop des socio-esthéticiennes, mais elles ont un métier vraiment impactant. Parce elles ne font pas que des soins, elles sont aussi là pour écouter, pour conseiller. C'est vraiment un métier à part entière. Et même moi, si je n'ai pas été socio-esthéticienne, je l'ai quand même un peu pratiqué dans l'association où j'ai fait les soins aux femmes. Et on voit qu'en fait, c'est quand même un métier qui est important et qui aide la femme. Parce que généralement, c'est les femmes qui vont voir les socio-esthéticiennes. Et en fait, ça fait beaucoup de bien aux femmes parce qu'en fait, elles se disent c'est un moment pour moi, on me chouchoute, je suis malade, mais je peux quand même continuer à me sentir jolie, je peux continuer à me sentir féminine, je peux continuer à prendre soin de moi. Et en fait, je pense que les socio-esthéticiennes sont là aussi pour faire comprendre aux patientes que même si on est malade, on peut continuer à prendre soin de soi. On peut prendre le temps, de se détendre, d'apprécier juste le moment en fait, présent. Alors, moi, j'aimerais que Mounia soit donc, une marque référente pour les personnes atteintes de cancer. J'aimerais, donc là, je vais avoir mes box, mais j'aimerais aussi plus tard avoir ma propre marque de cosmétiques, parce que c'est aussi un objectif que j'ai dans ma vie. J'aimerais aussi un podcast pour pouvoir donner la parole aux femmes atteintes de cancer pour qu'en fait elles ne se sentent pas seules. Parce que souvent, il y a généralement, on est malade, mais on a des proches, mais il y a des personnes qui sont malades, mais qui n'ont personne à qui parler. Et en fait, je me dis qu'un podcast, ça peut aider pour des témoignages, parce qu'on peut avoir le même cancer, ou pour simplement ne pas se sentir seul. Et j'aimerais aussi créer, ça je ne sais pas si c'est possible, mais un numéro vert pour écouter en fait juste la personne qui se sent pas bien et qui a besoin de parler. C'est même, tu vois, j'entends cette personne, elle a eu ce cancer, elle s'en est sortie. Donc moi je peux m'en sortir aussi, tu vois. C'est pas que je comprends, mais ça peut être aussi un moyen de booster et de se dire ok, je vais pas lâcher, je vais continuer à me battre. C'est vrai qu'en fait on est dans une ère où tout le monde romantise un peu sa vie. Et en fait, le fait d'avoir des témoignages
où bah, tu parles de la vraie vie en fait. Tu parles de le cancer, c'est pas genre j'ai un cancer, c'est voilà, j'ai ça, maintenant j'ai des problèmes de sommeil, maintenant j'ai de l'anxiété, maintenant j'ai des problèmes avec mon image, avec mon corps. Enfin, et donc là en fait ça te met vraiment dans une ambiance et tu la maladie en fait. Alors la maladie c'est dur parce que ça touche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça touche pas que le physique, ça touche vraiment beaucoup de choses. Et en fait le fait de prendre soin de soi, c'est aussi une façon d'aller vers la guérison. C'est aussi une façon d'accepter. C'est aussi une façon de se dire « Ok, j'en suis là, mais je vais être plus forte ou plus fort. Je vais réussir à vaincre la maladie et puis après, tout va aller mieux. » En fait, déjà à partir du moment où on prend soin de soi intérieurement, bah, le reste va suivre. Et en fait, ça veut dire que si on prend soin de soi, on ne lâche pas et on continue de se battre. Alors que si on est là, ouais, dans le négatif, ben forcément, tu as plus de mal à aller de l'avant. Il y a une expérience qui a été faite avec des femmes qui ont le cancer du sein. Donc en fait, il y a eu elles ont été séparées en deux parties. Une partie où elles avaient que le cancer du sein et elles faisaient rien. Et de l'autre côté, elles avaient le cancer du sein et elles faisaient des activités manuelles, crochet, couture, coloriage, où elles prenaient soin de leur bien-être. Et bien celles qui prenaient soin de leur bien-être guérissaient plus vite que celles qui ne faisaient rien. Bah, plus vite, elles se remettaient mieux, tu vois ce que je veux dire? Vu qu'elles avaient un état d'esprit différent, bah, la guérison, en fait, elle suivait aussi, plutôt que quand tu es dans le négatif. Tu vois, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Bah oui, parce qu'après, tu peux avoir le cancer, mais après, tu peux te déclencher aussi une dépression. Tu te dis, bah ouais, mais pourquoi moi? Et donc, du coup, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de toi à l'intérieur, prendre soin de toi à l'extérieur et d'aider ton corps et ton esprit à aller mieux, en fait. Alors déjà, il faut avoir les reins bien accrochés parce que c'est quand même dans le médical. Donc... Et puis aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de choses qui sont nouveaux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon idée, il n'y avait pas grand-chose qui était mis en place. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place. Et en fait, il faut juste être à la page et être vraiment piqué de cette cause. Parce qu'en fait, si tu veux créer un projet autour du cancer et que tu veux juste faire du bif, du blé, ça ne marche pas. Faut vraiment aussi avoir un état d'esprit de bienveillance, d'écoute et de partage. Je veux servir à quelque chose et pas je veux faire de l'argent. Parce que faire de l'argent sur le dos des malades, c'est pas... En fait, il faut avoir une mission plutôt d'aider plutôt que de faire de l'argent, quoi, de brasser des millions. Et après, l'argent, il viendra. L'argent viendra après, mais ça viendra petit à petit. C'est pour ça qu'il faut être piqué un petit peu par... et bien... Enfin, comment dire? Non, mais il faut être vraiment dans cette ambiance. Il faut vraiment être accroché et bien connaître son sujet pour se lancer. C'est pas parce que moi, j'aurais pu aussi vouloir lancer ce projet sans que j'ai quelqu'un dans ma famille qui soit atteint du cancer. Mais il aurait fallu que je me renseigne. On ne peut pas se lancer dans un projet pour les personnes atteintes de cancer et ne pas s'y connaître du tout. Parce que là, on va droit au mur, quoi. Ça m'a facilité le projet, mais après, c'est pas pour autant que parfois, je me sens pas... Enfin, des fois, je me sens illégitime parce que moi, j'ai pas eu... Donc des fois, j'ai peur aussi d'être un peu maladroite dans mes discours, dans ce que je vais dire. Et c'est vrai que parfois, ça me bloque. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je sais que parfois, ça me bloque en me disant « Ouais, mais attends, je peux pas dire ça, ça va les blesser. Ouais, mais je peux pas dire ça, ça va... » Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors que j'aurais eu un cancer, j'aurais dit « Ouais, bon, ça, c'est bon. » Je me sens quand même un peu légitime parce que j'étais accompagnante, j'étais aidante. Mais des fois, il y a un peu de « Oula, on va peut-être pas dire ça parce que ça peut être mal pris, quoi. » Oh, bah oui, ça a été pendant très longtemps ma passion, on va dire. J'ai fait du coup un BTS esthétique, donc qui m'a bien plongée dedans. Et oui, moi j'aurais voulu continuer à travailler dans les grandes entreprises de cosmétiques françaises où je pouvais créer plein de produits. Et finalement, ça n'a pas été le cas, donc c'est pas grave, je vais créer mes propres produits. C'est un peu ce que je voulais faire, mais détourné. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.